Bienvenue sur Caribéenne et Scientifique. Je m'appelle Maïli, je suis une scientifique originaire de la Caraïbe dont l'objectif est de t'aider à évoluer vers la carrière qui te fait vibrer. Chaque mois, tu pourras découvrir des parcours inspirants de scientifiques caribéens, mais aussi de précieux conseils et outils pour ta carrière. Je te souhaite une bonne écoute. Dans cet épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Suzy Gaucher-Casalis. Suzy est maître de conférences en informatique à la retraite depuis quelques années. Et dans cet épisode, elle va nous présenter son parcours, sa carrière, mais aussi sa vision et son recul concernant l'enseignement. Bonjour Suzy, comment tu vas? Bonjour Maïli, ben ça va. Après une mauvaise grippe, je me rétablis tout doucement, voilà. C'est ça, ouais. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de virus qui Ben, c'est traînent, ma donc... fille qui me l'a passé, donc Ah ben bon, voilà. Bon, en tout cas, je suis super contente de t'avoir sur le podcast. ben écoute, si je peux être utile, c'est toujours un plaisir, voilà, Ben oui, non, mais c'est super. Du coup, voilà. ben, je vais d'abord te demander de te présenter pour que qu'on puisse un petit peu apprendre à te connaître et puis tu peux nous dire un peu les étapes de ton parcours. Ok, ça marche. Donc Suzy, Boucher-Casalis. Alors effectivement, pour mon parcours, je pense que je vais remonter à ma plus tendre enfance, parce qu'en fait, aussi loin que remontent mes souvenirs, je me suis interrogé très tôt sur ce monde dans lequel, pour utiliser mon expression, j'avais atterri. On va dire ça comme ça. Et ça s'est traduit très tôt par la volonté de savoir ce qui se passait dans le corps humain. J'observais beaucoup les humains. Et donc, j'ai poursuivi toute ma scolarité avec l'idée de devenir un jour chirurgien. Regarder ce qui se passe dans le corps et puis soigner à partir, bon, voilà, de ce que je pouvais trouver dans le corps. Donc, j'ai suivi une filière, alors ça s'appelait D à l'époque. Je crois que maintenant, c'est sciences SVT, je crois, ou un truc comme ça. Enfin, c'est pas les sciences dures, quoi. Ceci, bien sûr, contre l'avis de mes enseignants, qui, parce que j'étais bonne en maths, voulaient absolument que je fasse C, c'est-à-dire l'équivalent de S aujourd'hui. Donc, j'ai fait ma filière D, parce que j'avais ma tête, moi, j'étais comme ça. Et puis, entre la première et la terminale, j'ai englouti un nombre incroyable de bouquins, beaucoup de romans d'ailleurs, hein, sur le métier de chirurgien. Donc, j'ai lu des bouquins écrits par d'anciens chirurgiens, par des chirurgiens en activité, et puis j'en suis arrivé à la conclusion que le premier patient qui me clamsait dans les mains, je me suicidais. Donc j'ai laissé tomber, l'idée de chirurgien. Et au cours de mon année terminale, j'ai passé les entretiens pour intégrer l'INSA. Donc, pourquoi? Parce que en fait, l'INSA, c'est une école d'ingénieurs avec prépa intégrée. Donc, en fait, on entre à l'INSA après la terminale, donc on passe les entretiens au cours de l'année de terminale. Mon idée, c'était de faire, moi je m'étais réorienté vers la physique atomique. Voilà, c'est ce que je voulais faire. Donc, mon idée, rentrer à l'INSA et faire génie physique, puisque bon, il y avait ensuite, on avait les 2 années de prépa, et ensuite la spécialisation. Donc, on avait le choix entre génie physique, génie, bon, plein de choses. En fait, moi, j'avais repéré génie physique. Et donc, après mon bac, ben, j'ai intégré l'INSA et là, j'ai découvert l'informatique. J'avais jamais entendu parler de ça, bien Mhm. sûr, à l'époque, dans les lycées, on ne savait même pas ce que c'était. Je pense que même en Ben Guadeloupe, on ne oui, savait pas ce que c'était. ouais. Et ben voilà, j'étais séduite. Les systèmes, la programmation, Mhm. bon, voilà. Parmi tous les grands, comme on disait, qui m'avaient accueilli, il y en avait plusieurs qui faisaient de l'informatique et j'ai été totalement séduite. Donc du coup, ouf, j'ai changé d'avis, voilà, à nouveau, pour m'orienter vers l'informatique. Et donc j'ai obtenu mon diplôme donc d'ingénieur et j'avais pas envie d'arrêter les études. Donc je me suis dit, bah, tiens, je vais faire une thèse, parce que bon, j'étais sur le campus. Sur le campus, il y avait l'INSA, mais il y avait également la faculté de Rennes 1, donc la faculté scientifique. Et j'ai postulé pour une thèse à l'époque, on parlait de thèse de docteur ingénieur. Et donc, j'étais retenu pour faire une thèse sur, à l'époque, donc c'était un petit peu l'émergence des réseaux locaux. Hein. Aujourd'hui, maintenant, c'est monnaie courante, tout le monde
tout ça tout à fait naturel, mais ça émergeait à l'époque. Ben oui. Et TCP/IP n'était pas la norme, comme c'est le cas aujourd'hui. Donc, résultat, j'ai été recruté pour faire une thèse avec une équipe qui travaillait sur des protocoles spécifiques aux réseaux locaux. Et donc, très précisément, ma thèse, c'était trouver un protocole de transport pour les réseaux locaux spécialisés en bureautique, c'est-à-dire pour tout ce qui était application, traitement de texte, gestion documentaire, etc., etc. Voilà. Donc, je me suis lancé là-dedans pendant 3 ans. À l'époque, on ne parlait pas d'ATER comme aujourd'hui, attaché temporaire d'enseignement et de recherche. C'était des allocataires de recherche. Voilà. Donc, j'étais allocataire de recherche. Et à ce titre, effectivement, je participais j'encadrais certains TP, des formations de l'université de Rennes 1. Et je pouvais envisager une carrière d'enseignant-chercheur donc à l'université. Il se trouve simplement que au cours de ces 3 années, j'ai de moins en moins apprécié je vais appeler ça le mépris. Voilà, dont faisait preuve un grand nombre de chercheurs du laboratoire vis-à-vis de ce qu'ils appelaient avec dédain le monde de la production. Parce que moi, je considérais que la recherche n'avait de sens que si elle répondait à un Ah besoin, oui, ah, on justement, est de la d'accord. On production. est entièrement Le d'accord. résultat, le résultat, c'est que, au bout de mes 3 années, à la fin de ma 3e année de thèse, pendant que je préparais ma soutenance, j'ai commencé à envoyer des CV partout pour intégrer ce fameux monde de la production, voilà, qui est tant méprisé. Et donc, effectivement, je pense que j'ai dû envoyer une bonne quinzaine de candidatures spontanées, hein, là, pour la plupart. J'ai pas trop cherché les annonces, les choses comme ça. J'ai regardé les entreprises qui existaient, qui faisaient des choses qui m'intéressaient, et j'ai envoyé des candidatures. Alors, j'avoue que à l'époque, je me posais pas de questions, hein, donc ça m'a pas étonné du tout que on me réponde positivement. Donc, j'ai eu plein de réponses positives. Il faut dire qu'à l'époque, je pense que le marché du travail n'était pas le même non plus, hein, faut être honnête. Et j'ai choisi d'intégrer la société de service Semamepra, qui se trouve à Montrouge. Je crois que depuis, ça a évolué en Sema Group, je crois. Et j'ai travaillé dans cette société pendant 3 ans. Alors, toujours un petit peu dans le même domaine. Hein. À l'époque, c'était les jeunes de maintenant ne savent plus ce que c'est, le Minitel. Je ne sais pas si tu as entendu parler de ça. Oui, j'ai entendu parler de ça. Et donc, j'ai travaillé en fait sur des systèmes pour des serveurs d'hébergement d'applications Minitel. Et on travaillait dans cette société de service avec un constructeur américain. Qui m'a débauché au bout de 3 ans. Voilà. Et donc, je suis parti dans cette société, Modcamp. Alors, je suis resté dans cette entreprise chose comme 5 années, je crois, ou un petit peu plus peut-être. Et donc, 5 années vraiment, je veux dire, de vie itinérante. On va dire ça comme ça. Donc, entre le siège français qui se trouvait à Rungis, le siège, la maison mère à Fort Lauderdale en Floride, le siège européen dans une proche banlieue de Londres, l'antenne de Bruxelles, les différents clients qu'on avait parce qu'on couvrait toute l'Europe sud, donc à Barcelone, à Rome, à Milan. J'ai même atterri une fois à Phoenix parce qu'on a un client parisien mais qui avait une antenne à Phoenix. Et puis bon, fallait donc une vie très très itinérante. Et puis au bout de 5 ans, j'ai dit je vais me poser. Et j'ai accepté une proposition de retour en Guadeloupe sur un poste de responsable technico-commercial, lequel je suis resté 1 an à peu près, je pense, et j'ai ensuite enchaîné sur un autre poste dans une autre entreprise qui s'occupait des traitements bancaires pour la plupart des banques de Guadeloupe, en tant que responsable d'ingénierie informatique pour développer de nouveaux produits dans cette entreprise. Et là, pareil, je crois que j'ai dû rester 1 an et demi. Et je me suis mise à mon compte en tant qu'ingénieur conseil. Voilà. Et c'est dans cette fonction
dans cette activité libérale que j'ai repris contact avec l'université, que j'ai commencé voilà, à reprendre l'enseignement, qui était une chose qui m'avait toujours intéressé d'ailleurs depuis quand j'étais au lycée. Voilà. C'est clair, parcours très riche. Tu as beaucoup, beaucoup bougé. Donc, c'est super déjà d'avoir ton expérience et de voir tout ce que tu as pu faire. Mais alors, j'aimerais que tu nous parles un petit peu du métier de maître de conférence en informatique. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu faisais concrètement? Pour d'abord parler du métier lui-même, je veux dire qu'en fait, je suis revenu à l'enseignement parce qu'en fait, j'avais toujours eu ce goût pour l'enseignement. Parce que je me souviens qu'au lycée, je faisais plus ou moins des cours particuliers pour mes camarades de classe. Et donc, quand dans mon exercice libéral, on m'a contacté pour faire des charges de cours à l'université, j'étais tout de suite reprise, on va dire, par ce besoin d'expliquer, de transmettre. Donc, en fait, c'est ma priorité en revenant vers l'université, c'était d'abord l'enseignement. Simplement, maître de conférence, c'est pas un enseignant, c'est un enseignant-chercheur. D'accord? Donc, ce métier comporte, on va dire, 3 volets. Je dis 3, même si on dit qu'enseignant-chercheur, parce que on ignore souvent qu'en fait, un enseignant-chercheur, il a le volet enseignement, il a le volet recherche, mais il y a également le volet administratif. Voilà. Et il se trouve que moi, j'ai donné la priorité au volet enseignement, au volet administratif. Pourquoi? Parce que en mettant l'accent sur le volet administratif, je voulais me donner les moyens d'avoir toutes les ressources et tout l'environnement, tout le contexte, tous les dispositifs qu'il fallait pour que le volet enseignement soit réussi. En gros, c'est ça. Donc, du coup, le volet recherche, je ne m'y suis pas vraiment. J'avais pas le temps, en fait. J'avais pas le temps. Ok. Bon, j'avais pas le temps. J'aurais pu le prendre, hein, le volet recherche, mais ce qu'il y a, c'est que, alors, il y a plusieurs choses. Il y a d'une part que je ne me suis pas accordé le temps de réfléchir à une thématique de recherche qui m'intéresserait et, parce que c'est ça aussi qui est important, rentrerait dans les orientations du laboratoire de recherche auquel j'étais associé. Parce qu'en devenant maître de conf, on devient maître de conf dans une université, mais dans un département. Donc, j'étais dans le département FO, mais dans un laboratoire. Donc, au départ, c'était Grimag, après, ça a changé, ça a évolué. Ça a changé de nom. Mais ce laboratoire a des thématiques de recherche, des grandes thématiques. Et donc, il faut réussir à s'inclure dans ces thématiques. Et en fait, je n'ai pas réussi à accrocher à une thématique voilà, de recherche, les thématiques qui existaient à l'époque, au grand dam de mes collègues, que j'aimais beaucoup. Moi, j'aimais beaucoup ce qu'ils faisaient d'ailleurs. J'appréciais les travaux qu'ils faisaient. Ils mettaient ces travaux je les trouvais intéressants justement du point de vue des avancées qu'ils pouvaient apporter parce qu'il y avait derrière ça des retombées concrètes, ce que j'aime effectivement dans la recherche. Pour moi, la recherche, ça doit pas être voilà juste chercher pour chercher, comme on dit, faire de la masturbation intellectuelle, mais faire des choses qui permettent ensuite d'être mises en application dans la vie, dans la production. Voilà. Et donc, en fait, les séminaires m'intéressaient. Justement, je piochais dans leurs travaux de recherche et dans les séminaires des éléments qui me permettaient de sensibiliser nos étudiants, dans mes cours, à ces travaux de recherche et éventuellement voir lesquels pourraient être intéressés et également les professionnels que je rencontrais parce que comme je voulais absolument que les formations soient en lien avec le contexte local, j'avais pris l'initiative d'être le contact entre la formation et les professionnels. Voilà, donc j'étais pour moi responsable des relations entre les formations et les professionnels du territoire. Et donc, souvent, ils organisaient des séminaires, ils organisaient des salons, ils organisaient des réunions de professionnels dans lesquels
effectivement, j'avais mon mot à dire. Souvent, c'était des concours, c'était des voilà, et ça me permettait de leur faire connaître les recherches justement du laboratoire. Donc, mon rôle en fait, il était plus dans la voilà, dans la diffusion, dans la publicité, dans la vulgarisation en fait, auprès aussi bien des professionnels que des étudiants des travaux de recherche de mes collègues chercheurs. Et à côté de ça, effectivement, le gros de mon activité était autour de l'enseignement et de l'administratif. Il faut savoir qu'un enseignant-chercheur, c'est lui qui crée, c'est pas comme au lycée Ouais. où on a des bouquins, il faut suivre le programme, voilà, ok, voilà. C'est lui qui crée son cours. Donc, j'avais vraiment un réel plaisir à fabriquer mes cours. Les cours, on a à l'université, on a le cours magistral, on a le travaux dirigés qui permet de mettre en application ce qu'on a vu dans le cours magistral et particulièrement justement en informatique, les travaux pratiques pour vraiment expérimenter sur du matériel. Et donc, pour moi, c'était très important de construire le cours, le TD, le TP, de telle sorte que pour l'étudiant, ça ait un sens et qu'ils comprennent pourquoi est-ce qu'on fait, voilà, on enseigne ça, pourquoi est-ce qu'on l'enseigne de telle manière et à quoi ça va aboutir. Et j'avoue qu'effectivement, mon expérience professionnelle antérieure m'a beaucoup aidé pour ça. Parce que souvent, les étudiants, ils me disaient, oui, mais madame, ça va nous servir à quoi? Ah ben, j'avais la réponse. Voilà, et ça, c'était hyper intéressant. Parce que du coup, ils accrochaient. Je leur disais, ben Ouais, oui, vous avez c'est l'impression que clair. je vous Ouais. emmerde avec ça, vos Mhm. expressions, mais c'était effectivement ça. Et je leur donnais un exemple de ma vie professionnelle passée où, partant de cette théorie que je leur expliquais, si je n'avais pas eu cette connaissance, je n'aurais pas pu résoudre la problématique à laquelle je m'étais heurté. Et donc, du coup, ben, ça les accrochait, ça faisait que je prenais un réel plaisir à faire en sorte que mes enseignements, comme on dit, fassent sens. C'est tout. Voilà, donc ça demandait du temps parce qu'en fait, en fonction des étudiants, d'année en année, je faisais évoluer. Je n'avais jamais exactement le même cours d'une année à l'autre. Donc, je passais un temps non négligeable, un temps nécessaire, je pense, à créer, à fabriquer, à faire évoluer mes enseignements, mes cours, mes TD, mes TP. D'autant qu'en fait, on peut difficilement tout faire quand on est responsable d'un enseignement, faire le cours magistral, les TD, les TP, en particulier quand le nombre d'étudiants commence à augmenter. Donc, on doit collaborer avec d'autres collègues qui vont intervenir dans les TD, dans les TP. Donc, il faut une préparation par rapport à tout ce qu'on va leur demander de faire. Pour le collègue qui va faire le TD, le TP, il ne faut pas simplement lui donner le sujet de TD, il faut lui donner le sujet et le corriger. Le TP, il faut lui donner le sujet et le corriger. Donc, ça demande de tout préparer finement en amont et voilà, de prévoir toutes les questions que vont poser les étudiants et voilà, par rapport au cours, etc. Donc, ça représentait un travail hyper intéressant pour moi. Moi, c'était le plus important. Enfin, le plus important. L'un des plus importants. Ouais, ouais, ouais. C'est clair. Et du coup, tu faisais cours pour quel niveau? C'était des licences, des masters? Ah ben, tout, tout. Alors, en fait, quand j'ai commencé mes charges de TD à l'université, il n'y avait pas de licence informatique. Donc, Ok. j'intervenais en deux MIAS, je crois. Voilà. Donc, après, ben justement, alors, j'ai obtenu un poste de maître de conf associé. Donc, c'est un maître de conf, le maître de conf associé, c'est un professionnel qui consacre 50% de son temps à l'enseignement. Donc, il est salarié de l'université, mais il n'est pas personnel titulaire de l'université. Et donc, il a des charges de cours comme un maître de conférence et tout ça, mais bon, il a un mi-temps, comme on dit. Voilà. C'est alors que j'avais justement ce premier poste de maître de conf associé que les collègues qui étaient maîtres de conf en informatique, il n'y en avait pas beaucoup, il n'y en avait que deux à l'époque. Ah oui. Ah Ouais. ouais, on m'ont parlé justement de ce projet de monter la licence info. Ok. Et donc, ils m'en ont parlé parce qu'ils ont considéré que le poste de maître de conf associé, ils allaient pouvoir disposer
des ressources humaines en termes d'enseignants pour pouvoir le faire. Voilà. Et donc je suis intervenu dès qu'on a monté la licence, voilà, dès le début. Ensuite, après la licence, il fallait enchaîner sur la maîtrise à l'époque. C'était pas le master. On n'avait pas encore basculé dans le LMD. Et donc, je suis intervenu également en maîtrise. D'accord. Donc, j'ai fait licence maîtrise. Et bon, quand on a basculé dans le LMD, j'ai continué licence master. On a entre-temps créé un institut universitaire professionnalisé, une formation très pointue avec un volume horaire très important et une spécialisation ingénierie informatique et mathématiques. C'est un UPI2M. C'est une formation qui commence on l'intègre après le bac plus 2. Okay? Et on en sort avec un diplôme d'ingénieur maître. Ok. Après, on l'intègre à bac plus, oui, on l'intègre à bac plus 2. C'est-à-dire qu'on a sa première année de DUG et on peut l'intégrer. Et c'est un diplôme qu'on obtient à bac plus 4. Voilà, c'est ça. On obtenait à bac plus 4 avant le LMD. Et donc, j'intervenais voilà, sur l'ensemble des niveaux. Alors, c'est vrai qu'à un moment donné, j'étais vraiment très ciblé parce qu'il y avait trop de charges de travail que sur licence master avant de revenir sur les dernières années à nouveau en DUG. Voilà, parce que justement, je comprenais pas trop ce qui m'arrivait en licence. Donc, je me suis dit, je vais aller voir ce qui se passe en DUG. Voilà. Et donc voilà, tous les niveaux auxquels je suis intervenu. Donc ça, c'est pour le volet enseignement. Mais alors justement, le volet enseignement, ça permet de voir que il y a plein de choses voilà, qu'il faut mettre en place. Mhm, Il faut mhm. que les étudiants disposent de matériel il faut que les étudiants aient des dispositifs d'accompagnement qui vont bien, etc. Donc, le volet administratif, du coup, m'a intéressé pour ça. Et c'est vrai que le volet administratif, c'est prendre la responsabilité, en fait, d'un certain nombre de dispositifs. Donc, j'ai été successivement alors responsable donc de cette IUPI2M qu'on avait créé en 2003. On a créé, quand on a basculé dans le LMD et qu'il a fallu justement abandonner l'IUP qui ne rentrait plus dans le cadre des formations licence master, doctorat, on a créé une licence professionnelle système informatique et logiciel. Donc, j'étais responsable adjointe, le responsable étant en Martinique, puisque c'était une licence professionnelle sur les deux pôles. 2006, l'année du LMD. 2006, Ouais, mais c'est assez récent, c'est assez récent quand même, je trouve, ouais. hein, pour tout ce qui se passe maintenant en informatique. Ah oui, 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 non, mais l'enseignement de l'informatique à l'université, c'est une histoire récente et qui a Ouais, c'est évolué clair. de façon très, voilà, Très rapide. importante. Ouais, ouais, Voilà, ouais, ouais, voilà, clairement. exactement. Et ensuite, en même temps que j'étais responsable de la licence professionnelle, j'étais également responsable de cette nouvelle licence LMD. Je l'ai été, d'ailleurs, j'étais responsable de la licence au passage à l'MD jusqu'à quasiment presque la fin. J'ai parti en 2021, je pense que j'ai dû à cesser d'être le responsable de la licence en 2018, je pense. Voilà. Et donc, ça veut dire quoi, en fait, être responsable d'une formation? Ça veut dire qu'il faut être en mesure de gérer qui va intervenir, comment, quelles sont les équipes pédagogiques, prévoir en particulier pour l'informatique, la disponibilité des salles de TP, voilà, et bien sûr les programmes. L'université ne dispense pas les formations qu'elle veut de n'importe quelle manière. Il faut absolument qu'elle ait, à l'époque où moi je faisais des dossiers, c'était l'habilitation, et c'était une habilitation pour 5 ans. C'est-à-dire que tous les 5 ans, en fait, l'université doit présenter au ministère de l'Enseignement supérieur sa proposition de formation, son programme de formation pour les 5 années à venir. Et ça va être validé par le ministère. Donc, chaque responsable de formation
va travailler avec l'ensemble des équipes pédagogiques pour donner le programme de la formation avec l'ensemble des ressources qui permettent de mettre en œuvre la formation. Donc, Mhm. programme de première année, pour la licence par exemple, de première année, de deuxième année, de troisième année, le, pas le détail complet de chaque unité d'enseignement, mais son objet, son volume horaire, sa répartition en termes de cours TD, TP, qui c'est qui va s'en occuper, voilà. Et il faut que ça ait un sens, bien sûr, hein, et qu'on voit bien l'évolution des connaissances, des compétences entre la première et la troisième année et ce que valide finalement le diplôme de licence en termes de compétences. Voilà. Donc, il y a tout un dossier à monter en respectant les fameuses règles qui sont données chaque fois et qui changent chaque fois. Voilà, donc il faut respecter un certain volume horaire total, il faut respecter une répartition entre les cours magistraux, les travaux dirigés et les travaux pratiques. Mais bref, voilà. Donc, ce travail, c'est un travail assez lourd parce que quand on doit préparer une nouvelle habilitation, il faut régulièrement réunir l'ensemble des membres de l'équipe pédagogique. Chaque fois qu'on fait la nouvelle habilitation, il faut faire le bilan de la précédente. Le bilan. Là, qu'est-ce que les institutions de tutelle aiment ça? Sachant que, en fait, je pense qu'ils tiennent vraiment pas compte du bilan, ou en tout cas, ils s'attachent à ce qui les intéresse dans le bilan pour décider de ce qu'ils ne vont pas accorder dans le prochain truc. Voilà. Et donc, il y a tout un travail en amont, voilà, pour soumettre ce dossier d'habilitation. Donc, c'est beaucoup de réunionites, n'est-ce pas? Plutôt un travail de rédaction de ce dossier qui est conséquent. Voilà. Donc, ben ça, j'ai dû le faire à plusieurs reprises. Hein. J'ai dû le faire pour la licence. Quand on a basculé dans le LMD, hein, parce que bon, c'était pas vraiment moi qui étais responsable de ça au moment où on a créé la licence informatique en 98, je crois. C'était mes collègues. Hein. J'ai simplement participé. Mais par contre, effectivement, j'en ai eu la charge quand on a basculé dans le LMD à 2 reprises. C'est un travail sur lequel je misais beaucoup la première fois parce que bon, j'y croyais. Je me suis dit bon ben voilà, ça va être la possibilité de se donner les moyens de voilà. J'ai un peu déchanté, j'avoue, parce que bon, je pense pas que les ministères de tutelle, je pense que c'est valable aussi bien pour l'enseignement supérieur que pour l'éducation nationale et les mêmes préoccupations qui sont Ouais. sur le terrain. Voilà. Donc, voilà, j'en suis arrivé très rapidement à cette conclusion. Mais bon, n'empêche que bon, c'est un travail que la première fois, en tout cas, vraiment, je me suis mise à fond là-dedans parce que je voyais là la possibilité, effectivement, de mettre en place ce dont on avait besoin pour nos formations, pour nos étudiants, pour notre contexte. Ok. Voilà. Et justement, par rapport à ce que tu nous disais, qu'est-ce que tu penses qu'on pourrait essayer, enfin, je sais pas si à votre niveau ou maître de conf, il y a la possibilité de faire remonter tous ces problèmes, le fait que, comme tu disais, ils sont un peu éloignés de la réalité. C'est des choses actuelles qu'il y a encore maintenant. Euh, Qu'est-ce que tu penses qu'on pourrait faire pour essayer d'améliorer ça, si c'est possible de l'améliorer avec ton recul? Améliorer quoi exactement? La prise en compte de la réalité du Ouais, terrain? c'est ça. À mon avis, je suis peut-être défaitiste, mais dans le cadre, je veux dire, institutionnel, je pense que Ouais. c'est pas vraiment possible. En Mm. revanche, euh, il faut réussir à s'appuyer, je pense, sur des ressources locales et mettre en place du spécifique à nous, avec nos ressources et nos moyens à nous, et pas attendre les ressources institutionnelles. Parce qu'elles vont aller en diminuant, toujours en diminuant, parce que depuis le début, j'ai vu que ça diminue, ça diminue, ça diminue. Et à côté de ça, on vient vous demander des choses abracadabra, qui ne tiennent pas debout, qui n'ont pas de sens, et souvent en plus qui n'ont pas de sens. J'ai eu l'occasion, alors justement, dans mes responsabilités, c'est vrai qu'il y a les responsabilités de formation,
mais j'ai aussi voulu m'impliquer dans d'autres responsabilités d'élu, par exemple, parce qu'à l'université, il y avait ça a changé de nom d'ailleurs, enfin bref, c'était le Conseil des études et de la vie universitaire, des étudiants de la vie universitaire, qui en fait est le conseil au niveau de l'université qui prend les décisions sur ben justement qui étudie tous les dossiers, par exemple quand il va y avoir une habilitation, une nouvelle accréditation, qui étudie tous les dossiers, qui valide, ne valide pas ce qui a été remonté par les équipes pédagogiques, les responsables de formation, qui aussi va sortir tous les arrêtés sur l'organisation même de la vie universitaire, tout ce qui est par exemple règlement du contrôle des connaissances, voilà, tous ces trucs-là, et puis organisation aussi de la vie étudiante, hein, parce que la vie étudiante, c'est vrai, c'est des enseignements, mais il faut aussi prévoir à côté tout le cadre de vie des étudiants pour favoriser justement leur réussite, donc tout ce qui est soutien, etc. Donc tout ça, ça se décide en Conseil des études de la vie universitaire. Alors aujourd'hui, maintenant, Conseil académique, pardon. Voilà, ça a changé depuis dernières modifications. Ça s'appelle un Conseil académique maintenant. Et donc, j'ai été élu pendant 4 ans, effectivement, au Conseil des études et de la vie universitaire, titre membre de la commission, justement, règlement général du contrôle des connaissances et des aptitudes. Parce que bon, je considérais que là-dessus, il y avait des choses à faire, des choses à recadrer. Voilà. Et également, et ça, c'est là où j'ai vraiment vu toucher du doigt, je vais être méchante, peut-être un petit peu radicale, mais l'ineptie de certains textes institutionnels. De 2013 à 2016, j'étais directrice de la DESIP. La DESIP, c'est la direction de l'organisation des stages et de l'insertion professionnelle. Ouais. Donc voilà, c'est un service, une direction effectivement il y avait plusieurs pôles à l'intérieur. Il y avait le service d'accueil des étudiants, le service d'encadrement des étudiants en situation de handicap en particulier. Il y avait aussi donc le service qui se chargeait de tout ce qui était insertion professionnelle, avec le lien avec les professionnels, la mise en place d'un cadre pour les stages des étudiants en milieu professionnel, etc. Et j'avoue qu'effectivement, dans l'exercice de cette fonction de directrice, j'ai été, franchement, il y a des textes qu'on recevait, quand je lisais, je me disais, mais attends, entre ce qui est dit dans tel article et ce qui est dit dans tel article, ça s'oppose. Ouais. C'est antagoniste, ça va pas. Et on me demande d'appliquer ça. Moi, je suis pas resté plus d'une mandature à la direction de la deuxième. Je ne pas demander à Suzy de faire ce genre de choses. Qui que tu sois, je te dis non. Ouais, clairement. Parce que, Ouais, je suis d'accord. voilà, c'est ma nature, ça. Moi, alors, je vais peut-être effectivement peut-être choquer certaines personnes qui vont écouter ça, mais je suis anticonventionnel dans les tripes, dans l'âme, profondément anticonventionnel. Je remercie ma mère de n'avoir jamais contrarié ça. Parce que depuis toute petite, c'est comme ça. Voilà. Et tu peux pas me dire, voilà, parce que c'est la tutelle qui a décidé, mais la tutelle, il y a des gens là-dedans qui peuvent se tromper, qui sont Bien des humains comme sûr. nous, qui peuvent faire des erreurs. Donc, il suffit de leur faire remonter. Et je suis désolé, mais j'avoue que je suis déçu de voir que beaucoup de cadres, de hauts cadres, n'osent pas faire ce genre de démarche, de faire remonter à la tutelle. Vous vous êtes planté, dire à la tutelle, oui, oui, alors que le petit cadre qui est en dessous, voilà, vous dit c'est pas bon, c'est pas machin. Bon, mais celui qui est en lien direct avec la tutelle devrait prendre l'initiative de faire remonter que c'est une ineptie. Et ça, non, non, c'est pas fait. Je le regrette. Je le regrette franchement. Mais bon, c'est ainsi. Bon, je dirais qu'à la limite, c'est humain. Moi, je suis pas carriériste, donc forcément, ce genre de choses, je n'hésiterai pas à le faire. Mais bon, on tient à sa carrière, effectivement, on a peut-être du mal à Oui, le oui, faire. oui, oui, mais je Voilà, suis on va dire d'accord ça comme avec ça. toi, hein. Enfin, je suis d'accord avec toi, faut savoir faire les choses, il faut savoir dire les choses, parce que sinon, on s'en sort pas, en fait, hein. C'est pas possible. Et on peut pas demander aux gens de travailler comme ça sans cohérence, quoi. Enfin, franchement, je partage ton point de vue, en tout cas. Et ben justement,
est-ce que tu peux nous parler quand même un petit peu de comment on monte une filière? Parce qu'en fait, je sais que tu as participé au montage de la filière informatique, comme tu nous as dit. Est-ce que tu peux nous en parler, nous dire un peu comment ça s'est passé, les difficultés aussi que vous avez pu rencontrer, parce que je pense que vous en avez eu. Est-ce que je peux nous en parler un peu? Ben écoute, moi j'avoue que j'ai un très bon souvenir du montage de la première licence informatique, quand c'était encore licence maîtrise. D'abord parce qu'on était une petite équipe très soudée, très motivée, je pense préoccupée en premier lieu de mettre en place quelque chose au service des études. Voilà, je crois que, et ça c'est important. Donc il y a eu un travail d'équipe vraiment euh, avec consensus autour de l'objectif. Voilà. Et donc, effectivement, bon, j'avoue que là, j'étais maître de conférences aussi, donc j'étais à la fois sur ça et sur mon boulot d'ingénieur conseil. Voilà. Mais bon, j'ai quand même essayé d'être au maximum impliqué, bon, parce qu'il fallait décider de comment monter une filière, c'est dire, bon, voilà, c'est une licence, c'est 3 années. Qu'est-ce qu'on fait la première année? Qu'est-ce qu'on fait la deuxième année? Qu'est-ce qu'on fait la troisième année? De façon progressive. Quel est l'objectif de cette licence? Parce qu'il y a licence informatique et licence informatique. Il y en a qui sont bon, plus orientés vers tout ce qui est architecture système. Il y en a qui sont plus orientés vers tout création de logiciels. Voilà. Il y a différentes orientations possibles. Nous, on avait choisi de faire une licence qui soit disciplinaire. Voilà, on va Ok, dire ça comme ça. Mais bon, voilà, qui ouvre les portes à diverses possibilités. C'est-à-dire que celui qui aurait voulu faire plus système avait la possibilité de le faire à la sortie. Celui qui voulait faire plus programmation logicielle, voilà, pouvait le faire. Voilà, on avait choisi ça. Donc, effectivement, ça faisait jongler entre des options. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a un tronc commun quand tu crées ton programme, tu prévois des enseignements trop communs, c'est la base, le socle que tous les étudiants à la sortie de licence vont avoir, et tu prévois les options que les étudiants vont donc choisir en fonction de ce qu'ils préfèrent, voilà, alors plus orienté système, plus orienté programmation, voilà, plus orienté, on va dire, informatique théorique, bon, donc avec bon, tout ce qui est modélisation, mathématiques, etc. Voilà, donc tu crées ton socle et tes options. Et ça, ben, tu le prévois sur les 3 années consécutives. Donc, il faut prévoir la programmation, mais quand tu prévois la programmation, il faut prévoir qui va faire ça. À l'époque, quand on a décidé de monter la licence, on n'était pas nombreux en termes d'enseignants d'informatique à l'université. Donc, l'idée, ça avait été, et c'est là où j'ai eu mon rôle, en fait, hein, c'est de trouver des professionnels avec comment dire, le fondement théorique, la base théorique, les compétences théoriques qu'il fallait pour être en mesure d'enseigner dans la licence. Parce que bon, une licence, il y a à la fois les fondements théoriques et les applications pratiques. Mais comme c'est une licence, il faut des fondements théoriques. Donc, on ne peut pas prendre quelqu'un qui va juste faire de la pratique à nos étudiants, mais qui soit capable aussi d'enseigner les bases, les fondements théoriques. Donc, il fallait trouver les professionnels pour les associer à l'équipe pédagogique. Donc voilà ce qui a été fait. On a trouvé, il y avait des professionnels qui étaient partants. Donc, tu trouves les équipes professionnelles. Et puis, bien sûr, euh, il faut la logistique, on va dire, hein, pour faire l'enseignement. Donc, les cours magistraux, il n'y a pas de souci, tu fais sans salle de cours, les TD, tu fais sans salle de cours. Les travaux pratiques en informatique, il faut des machines. c'est clair. Et là, ça a été compliqué je dirais les 2 premières années. Ça a été sioux. Et en fait, on a bien fait ça évoluer. On a forcé, on a un petit peu fait le forcing pour obtenir. Je crois qu'on n'avait que 2 salles au départ. On a fait le forcing pour avoir une troisième salle. Voilà. Mais bon, équipé, bon, voilà. Bon an, mal an, voilà, on va dire ça comme ça. Et ce qui a été la bouffée d'oxygène, c'est quand on a créé l'IUP. Et là, comme c'était une formation particulière, on a vu qu'on pouvait obtenir des fonds européens pour équiper cette formation. Et là, bon, là, j'étais mise à fond sur cette mission de monter le dossier pour
obtenir la création de deux salles, mais super équipées pour l'époque, en tout cas, pour l'IUP. Et je me souviens de ça, ce projet, je me suis impliqué à fond là-dedans, ça m'a plu. Bon, voilà, il fallait regarder déjà les textes européens. Mais alors, j'ai eu une dame à la région, j'ai malheureusement oublié son nom, qui m'a beaucoup aidé là-dessus et on a beaucoup travaillé. Je me souviens des allers-retours incessants que je faisais entre Pointe-à-Pitre et Basse-Terre pour trouver les bons articles, les bons trucs, comment présenter le dossier, voilà. Et puis aussi quand même aussi intervenir au niveau de la gouvernance de l'université parce que les fonds européens, il y a toujours une part à avancer, une petite part à avancer par l'établissement. Voilà, donc façon aussi avec la gouvernance de l'établissement. Et on a fini effectivement par obtenir deux super salles. Ça changeait complètement des vieilles salles qu'on avait avant cela, deux super salles pour les travaux pratiques informatiques de l'IUP et qui servaient donc également aux licences master en informatique de l'époque. Voilà, ça a été un super projet. Voilà, Ok. j'ai beaucoup aimé cette activité pour, voilà, voilà. Mais du coup, là, alors maintenant, par rapport à tout ce que tu nous as dit, donc si j'ai bien compris, tu as quand même géré cette licence pendant de très nombreuses années. Comment tu as perçu un peu l'évolution de l'UA au travers de, ben, spécifiquement en informatique, hein, puisque c'est vraiment dans ce cadre que tu travailles. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce que tu as vu évoluer au fil des années? Et puis toi, ben, quand tu as quitté un peu, comment tu t'es senti? Qu'est-ce que tu t'es dit? Ah, comment j'ai vu évoluer. Alors, bon, je vais être un petit peu nostalgique. C'est vrai que les premières années, on avait peut-être peu de moyens, mais il y avait une motivation, cohérence dans les équipes. Et ça, c'est très important. Pour gérer une formation, quand tu as des équipes qui sont soudées, qui vont dans la même direction, et les premières années, ça a été ça. Ça a été vraiment, on faisait des réunions, c'était pas des réunions pour s'attraper le chignon, c'était des réunions pour faire avancer les choses. On va dire ça comme ça. Mais bon, forcément, c'est les choses évoluent. Hein. Bon, je crois que, je sais plus, il y a un philosophe, je sais plus lequel, grec, là, qui a dit, rien n'est permanent sauf le changement, mais tout change. Voilà. Alors, ce qu'il y a, c'est que, bon, le changement, on peut le voir positivement ou négativement selon où on se place, effectivement, selon sa vision. Voilà, des choses. Et moi, je considère qu'effectivement, l'évolution, elle n'a pas été forcément positive, de mon point de vue, bien sûr. Principalement parce que, bon, le cadre législatif, parce qu'on est obligé de le respecter, c'est une université, c'est une institution publique, hein, gérée par une tutelle qui définit le cadre dans lequel ça doit fonctionner. Et je trouve que ce cadre législatif pour les formations universitaires, je considère qu'il n'a pas évolué dans le bon sens. Et il a d'autant pas évolué dans le bon sens que la même chose se produit au niveau avant, c'est-à-dire au niveau scolaire, cursus scolaire. C'est-à-dire que les mêmes retors que que l'on constate au niveau universitaire, on les a au niveau du cursus scolaire. Ce qui s'est passé, c'est que progressivement, j'ai vu arriver en première année, mais des étudiants comment dire, de moins en moins, comment dire, je sais pas, avec des connaissances toujours moindres et des compétences toujours moindres. Et quelque part, je me l'explique parce que bon, je fais une petite parenthèse privée, j'ai quand même eu une fille, donc je l'ai eue tardivement, donc j'ai pu constater, j'ai voulu suivre sa scolarité en m'impliquant dans les associations de parents d'élèves et puis dans les réunions des équipes pédagogiques des différents niveaux, hein, que ce soit en primaire, en collège ou en lycée. Et j'ai été forcé de constater que bon, il y avait un gros souci au niveau donc du cursus scolaire sur les priorités. Voilà, sur les priorités. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, dans mes dernières années à l'université, on a des étudiants qui arrivent en première année de licence, et je suis désolé de le dire aussi crûment, ne savent pas lire. Parce que lire, c'est pas aligner des mots, c'est comprendre.
le sens de ces mots-là. Je me souviendrai toujours de cette épreuve de modélisation de base de données que j'ai dû neutraliser, annuler, parce que tout le monde s'est planté sur une simple phrase. J'avais mis dans le sujet, l'entreprise a arrêté le dispositif suivant. Les arrêtés, les étudiants voient ça tout le temps affiché. Mhm. Quand l'université sort un arrêté, c'est pour dire voilà les dispositions qu'on va mettre. Mhm. Donc, quand je dis qu'on arrête Ouais, ils ont un compris tel l'inverse. dispositif, ça veut dire que c'est ce qu'on va mettre en place. Ils ont tout compris l'inverse. Tout le monde a compris, on ne fait pas ça. Donc, j'avais toute, toute une promo qui était plantée, surtout en termes de modélisation de données. Si on ne prend pas les choses dans le bon sens, dans le sens inverse, la base de données au bout du compte, c'est complètement... Et je leur dis, mais quand on corrige, mais arrêtez, vous savez ce que c'est qu'un arrêté. Quand vous lisez les trucs là, vous voyez pas que c'est marqué arrêté numéro tant. Ah oui. Bon, mais voilà, et, et ça a été, on va dire de pire en pire, on va dire ça comme ça. Les premiers étudiants qu'on avait en licence, quand à la première promotion qu'on a eue pour l'IUP, mais voilà, c'était un régal, quoi. Alors, c'est vrai, je dis toujours que, en tant qu'enseignant, on est là pour, justement, soutenir tous ceux qui ont des difficultés, parce que ceux qui sont très bons, à la limite, ils s'en sortiraient sans nous. Ça, c'est vrai. Pour être clair. Mais enfin, mais il y a des limites. C'est-à-dire que quand on arrive en première année de licence, ça n'est pas en première année de licence que je vais apprendre à un étudiant ce que c'est qu'une règle de 3. Or, les dernières années que j'ai voulu revenir en L1 en première année, je suis désolé. J'ai dû expliquer à plusieurs reprises ce que c'est qu'une règle de 3. Et ça, je dis que c'est pas possible qu'on sorte de terminale avec ça. Mais je l'explique quand je vois ce que j'ai vécu avec effectivement le suivi de ma fille qui est sortie effectivement du lycée en 2017, je crois, ou comme Mais ça. c'est ce que j'allais te dire, parce qu'en fait, on se rend compte que, alors moi, j'aurai 32 ans cette année, mais je me rends compte que ce que j'apprenais en primaire, c'est pas du tout ce que les élèves apprennent. Alors, je pense que ça s'explique aussi parce qu'il y a, comme tu dis, beaucoup de difficultés aussi au niveau du système scolaire qui font que, ben, même déjà quand on regarde l'année où il y a eu toutes les grèves, les enfants n'allaient même pas à l'école. Enfin, il y a vraiment, je trouve, quand même des choses qui n'aident pas les étudiants, les élèves à y arriver. Et Ben je oui, pense que même les professeurs, mais enfin, voilà, c'est compliqué voilà. pour eux, quoi. Enfin, C'est vraiment. compliqué pour eux. Et ça l'est devenu de plus en plus parce que avant, j'ai une sœur qui a été professeure des écoles pendant des années et ensuite enseignante spécialisée. Le cursus de formation qu'elle a suivi à l'époque à l'IUFM, ça n'a rien à voir avec maintenant. Bon, quand ils ont changé la réforme qu'ils ont faite pour dire, bon, maintenant, on devient professeur dès qu'on a un master. Mais et la partie pédagogie? Et la partie prise en charge des élèves? Qu'est-ce qu'on en fait? Je veux dire, avoir un master en maths, ça ne permet pas de savoir comment gérer, comment apprendre les mathématiques à un élève de CE1. Donc, si à côté de ça, il n'y a pas effectivement cette formation sur la pédagogie, sur la prise en charge des élèves, etc., ben, on va de plus en plus à la catastrophe parce que se retrouvent devant les élèves des gens qui ont effectivement des connaissances et des compétences dans une discipline, en français, en anglais, en maths, mais qui n'ont aucune compétence sur la prise en charge d'un élève. Or, quel est le meilleur moyen de transmettre la connaissance à quelqu'un? Ben, c'est d'être capable de communiquer correctement avec cette personne, de gérer la relation avec cette personne. Et ça, c'est pas fait. C'est pas fait. Donc, arrive en première année de licence des élèves à qui il faut apprendre à faire une règle de 3, qu'il faut apprendre à décrypter le sujet d'un exercice. Et quand on passe son temps à faire ça, ben, on n'apprend pas ce pourquoi Exactement. ils sont Ouais, là. c'est ça. OK? Et donc, ben, progressivement, ben, voilà, le niveau baisse au niveau scolaire, ben, le niveau a tendance à baisser aussi au niveau universitaire. C'est clair.
hélas. C'est juste la conséquence, en fait, hein. C'est la Ouais. suite, hein, c'est la Parce que suite derrière, il logique. y a cette fameuse, par contre, politique hypocrite des instituts. Je suis désolé d'être encore très dur. La politique des chiffres. Il faut 80, plus de 80% de réussite pour pas que résultat, on le donne. Il ne faut pas hésiter à le dire, on le donne. Les enseignants ont pour consigne d'augmenter la note qu'ils ont donnée. Voilà, les responsables d'établissement ont pour consigne de faire en sorte que voilà, le nombre de réussites soit supérieur à tant. Voilà, et puis on fait du chiffre. Et la réalité derrière de la vraie réussite des élèves et des étudiants, ben, ce n'est pas leur problématique. Après, on sort des chiffres et on est très content de publier des chiffres. Alors que, Mais bon, qu'est-ce c'est que vaut pas. ces chiffres, en fait? C'est ça. Mais exactement, mais c'est ça bien le problème. On est dans une société où tout, tout est décrit par des chiffres et derrière, ben, en fait, il n'y a rien. C'est creux. Et c'est dommage, mais je suis désolé, mais c'est hélas l'évolution. C'est pas que l'évolution de l'université, c'est l'évolution, à mon avis, de la fonctionnement de la société, mais forcément, ça se répercute sur l'université. Voilà, l'université, l'enseignement, de façon générale, depuis le début du cursus jusqu'au supérieur. Voilà, je suis peut-être un petit peu négative. Le seul truc positif que j'ai vu quand même, hein, pour terminer sur une note positive dans l'évolution de ce que j'ai vu. Mais c'est vrai, au début, on bataillait pour avoir du matériel et tout ça. Bon, ben, quand je suis parti, bon, on avait un super bâtiment de TP. Bon, alors maintenant, voilà, il y avait certainement quelques couacs pour qu'il fonctionne. Mais bon, la volonté avait été voilà, exprimée. Bon, il y avait un nombre beaucoup plus important de salles de TP. Mais enfin, mais c'est comme toujours dans les administrations, on voit la phase d'investissement, puis on oublie la phase de fonctionnement après. C'est ça. C'est pas tout de bâtir quelque C'est chose, il faut clair. l'entretenir pour que ça tienne. Mais c'est Mais ça, clair. c'est dans toutes les administrations. Mais oui, c'est partout, c'est Dans partout. toutes les Mm. administrations. Mais justement, alors, par rapport à ce qu'on se disait, où effectivement, on voit que ça n'évolue pas forcément de manière positive, je sais pas, ben justement, toi qui as une fille, comment t'as fait pour un peu gérer ces différences que tu as pu observer? En gros, ce que je veux savoir, c'est toi, qu'est-ce que tu pourrais dire à une mère de famille qui justement voit cette évolution un peu négative au niveau scolaire pour un peu aider ou accompagner son enfant quand même à y arriver, quoi. Moi, je dirais aux parents de maintenant et aux parents à venir que c'est à eux de lutter contre que j'appellerais les dictats de notre société actuelle. Comment dire ça? Parce que, en fait, il y a des schémas dans notre société. Voilà, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, c'est comme ça qu'il faut faire. Voilà. Et c'est appliqué dans tout, dans les institutions. Bon, à l'école, par exemple, je me souviens encore, dans un conseil de classe, m'être fait rabrouer par toute l'équipe pédagogique parce qu'on parlait du cas d'un élève, donc en troisième, au collège, qui voulait faire une licence professionnelle, je ne sais plus trop quoi. Et toute l'équipe pédagogique remontait pour dire, ah non, c'est pas possible, vous avez la moyenne qu'il a, il va pas aller en licence professionnelle. Je dis, mais enfin, mais c'est ce qu'il veut. C'est ce qu'il veut. Pourquoi vous voulez l'empêcher? Ah non, il a une trop bonne moyenne, on va pas, il faut qu'il aille en général. Et c'est ça qui se passe très souvent. On envoie en général un enfant qui veut se spécialiser, voilà, je sais plus ce qu'il voulait faire, comme licence pro mécanique, quelque chose comme ça. Enfin, bref, on contrarie ça, on dit non, il faut qu'il fasse du général. Et on l'envoie faire maths, français, machin, qui l'emmerde. Excusez l'expression, je suis désolé, mais c'est ça. Et le résultat, c'est que ça n'intéresse pas. Voilà. Et puis, bon, finalement, bon an, mal an, ben, il va finir par sortir avec son bac, mais avec un bac pour lequel il n'a rien, il s'est intéressé à rien, c'est pas ce qu'il voulait faire. Donc, moi, je dis aux parents, soyez à l'écoute de vos enfants et envoyez paître, s'il le faut, les équipes pédagogiques avec leurs dictats. On a tant de moyennes, il faut qu'on fasse général. On en a moins, il faut qu'on fasse pro. Non. Écoutez votre enfant, regardez ce qui lui plaît. Je leur dis ça parce que moi aussi, je me suis planté. Moi aussi, hein, je n'ai pas vu assez tôt que ma fille, elle avait besoin de quelque chose de très manuel et très tôt. Mais ça, je ne l'ai pas vu. Je n'ai pas suffisamment observé pour ça. Donc,
il faut observer, il faut écouter son enfant, il faut regarder ce qu'il apprécie, lui faire des expérimentations pendant les vacances scolaires, des choses comme ça, pour voir si il n'y a pas autre chose que la filière classique. Voilà. Parce que tout le monde ne peut pas être médecin, tout le monde ne peut pas être avocat, tout le monde ne peut pas être, voilà. Donc, et l'enfant qui va faire ce qu'il aime, il va s'épanouir dans ce qu'il aime. Et il ne faut pas lui dire que le seul moyen de gagner sa vie, c'est d'être médecin ou avocat. Parce que si ce qui l'intéresse, c'est la mécanique auto, il va réussir dans la mécanique auto. Il va s'en sortir, comme il s'investit là-dedans, comme il aime, il va se donner les moyens de réussir sa vie en faisant ce qu'il aime. Et c'est vraiment la meilleure des solutions. Et à l'enfant, il faut dire, voilà, tu veux faire ça, même si les autres autour de toi te disent que c'est parfait pour toi, si toi tu y tiens, donne-toi les moyens de le faire. Même si ces moyens ne sont pas les moyens académiques. Parce que le problème, justement, avec les moyens académiques, c'est que, justement, ils sont configurés pour que chacun rentre dans des schémas. Et tout le monde ne peut pas rentrer dans les schémas classiques. Clairement. Ouais, j'apprécie beaucoup ce que tu dis. Parce que je trouve que c'est vraiment la vision, en discutant un peu même avec des amis, c'est vraiment la vision que je trouve beaucoup de jeunes ont maintenant aussi, hein. On se rend compte que on essaie de savoir ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on a envie de faire. Souvent, on n'a pas envie de faire une seule chose, parce que des fois, on va faire une licence, je sais pas, spécifique dans un domaine, mais on n'est pas forcément bon uniquement dans un domaine, on a peut-être envie de faire autre chose. Absolument. Donc, en fait, je suis 100% d'accord avec ce que tu dis, et l'important, c'est de vraiment se connaître, savoir ce qu'on a envie de faire et le faire, c'est tout, hein. Voilà. Voilà, et vraiment se dire, c'est ce que je veux faire, voilà, ok? Parce que le premier frein à ce qu'on veut faire, à ce qu'on veut réaliser, c'est soi-même. Donc, à partir du moment où on enlève ce frein, on ignore le reste, et puis, voilà. Ben super. Non, mais franchement, j'ai beaucoup apprécié ce moment avec toi, Sylvie. Merci beaucoup pour ta franchise, pour tout ce que tu nous as je dit. t'en prie, C'était vraiment super. J'ai appris beaucoup de choses et franchement, c'est très intéressant d'avoir ton recul en fait, parce que on se rend compte que la société était d'une certaine façon, on a évolué dans ce monde. Il y a forcément des choses qui, comme tu dis, ça évolue positivement ou négativement, mais il faut qu'on y arrive. Même si ça évolue négativement, il faut qu'on trouve des solutions. Ah, Donc, absolument, absolument, absolument. Il faut, et il faut surtout, je pense à la génération à venir, maintenant et à venir, c'est elle qui devra faire en sorte que, voilà, d'inverser cette courbe vers toujours plus de paraître que d'être. Voilà. Clairement. Voilà. Clairement, mais je te remercie beaucoup pour cet échange. C'était vraiment super. J'aurais eu encore plein d'autres questions, forcément. Mais bon, soit tu vas revenir, soit on va en discuter en off, parce que vraiment, c'est trop intéressant de discuter avec toi. J'ai beaucoup aimé. Écoute, c'était un plaisir d'échanger sur tous ces aspects. Je suis à la retraite, c'est ce à quoi je me consacre. Je réfléchis sur toutes ces questions que je me pose depuis que je suis toute petite. Voilà, donc je me documente et puis j'essaie d'investir toutes ces connaissances que j'ai accumulées, connaissances autant scientifiques que philosophiques, au cours de toutes mes expériences, pour essayer de trouver des réponses. Alors, tout à fait. Je vais les mettre sur papier un jour, mais bon. Et pourquoi pas? Franchement, ça pourra vraiment servir. Hein. On verra. Merci encore. Et puis, je t'en prie, Maëlie, à très bientôt. Bye bye. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il t'a plu. N'hésite pas à le partager ou à laisser un commentaire sur la plateforme de ton choix. À très vite.